C'est votre première fois ici en Pologne, à Białowieża? Première fois en Pologne même. Ok, ce qu'on va chercher maintenant, c'est que les bisons, dans cette saison, principalement avec ce type de température qu'on a aujourd'hui, ils sont à 7 heures, très tôt, dans la campagne plus ouverte. Pourquoi? Parce que l'herbe est de très bonne qualité du point de vue nutritionnel. Donc ils sont ici dans ce type de campagne pour manger. Donc c'est pour ça qu'on commence tôt, comme on commence, pour maximiser aussi la possibilité d'observation des bisons. Il faut faire attention aux bruits, il faut faire attention aux traces dans la route. Il faut faire attention aussi aux odeurs, parce que les odeurs sont très importantes dans la nature. Et on peut les sentir, identifier très bien les animaux qu'il y a dans la nature avec des odeurs. Le bison, par exemple, n'est pas vraiment un animal très vocal, comme nous, par exemple, mais il n'y a aucun bruit, de mouvement ou même d'alarme qu'on peut identifier et savoir qu'ils sont proches de nous. Quoi comme bruit alors? Le bruit des branches, par exemple, il y a un bruit, un certain bruit de communication qu'ils avons, une espèce de bruit d'alarme, qui est quelque chose comme brrr, quelque chose comme ça. Donc, il faut faire attention à ce type d'indication, des indices. Un peu comme un cheval? Non, pas tout. Le cheval est très, très vocal quand comparé avec les bisons. Les bisons sont très, très zen. Ils se baladent en troupeau ou ils sont plutôt isolés comme... Ça dépend du genre, ça dépend de la saison et de l'âge. Les femelles sont toujours en troupeau, en groupe matriarcal de femelles, mais les mâles sont plus dynamiques. Les mâles sont expulsés des troupeaux de femelles autour de deuxième année. Il y a une période de la vie des bisons qui sont un groupe juvénile, si on peut dire comme ça. Ça peut prendre 4 ou 5 ans. Et après ça, ils commencent à être déjà vraiment adultes et ont la tendance d'être seuls. Mais ce qui est intéressant, il fait le groupe de bisons très dynamique, c'est qu'ils ont une énorme tolérance par les autres. Ils ont une hiérarchie, mais ils n'en font pas problème d'être dans un endroit avec des troupeaux, des autres animaux, n'importe pas où, parce qu'ils partagent le pâturage sans problème. C'est une des raisons ce qui fait chercher des bisons un petit peu plus difficile, parce qu'il y a des animaux qui ont des territoires, donc c'est facile si on sait où est le territoire d'un individu, par exemple, on a la possibilité de chercher facilement, mais avec les bisons, ils sont toujours en mouvement. C'est vrai qu'ils ont une aire, mais dans cette aire qui peut être des milliards et milliards d'hectares, ils sont en mouvement constant. Ici, on n'a pas des ours, donc c'est le loup qui les chasse. J'avais la chance l'année passée, par exemple, de voir 2 fois une scène de chasse de loups à les bisons. J'avoue, une fois par le vent d'ici, à quelque chose comme 2-3 km d'ici, au moins un loup qui chassait un petit troupeau de bisons. Et dans l'autre côté de la forêt, j'avoue, une meute de 5 loups a chassé aussi un jeune mâle bison dans un troupeau juvénile. Ils l'ont attaqué? Oui, pendant 10 minutes, on a vu une bataille entre les loups et la stratégie des loups et la stratégie de défense des bisons, très vraiment phénoménale et vraiment spectaculaire, parce que la stratégie très claire des loups était de séparer les plus petits, les plus jeunes de troupeau, et tous les éléments de troupeau aidant le plus jeune à être dans le centre de groupe et défendant le plus possible le plus jeune. Et le plus jeune n'était pas vraiment un bébé, ça défendait aussi. C'est incroyable qu'il fasse aussi clair à 3h du matin. C'est parce que, par exemple, la Hors ici en Pologne, c'est des pays européens une des plus proches du naturel. Donc on a cette latitude, la Hors, comme ça. Si on va au nord de la France, par exemple, ou des autres régions, on n'a pas vraiment cette possibilité, parce que la horde naturelle est de plus en plus distante de la horde politique. Là, en Espagne, par exemple, c'est clair, ils ont un décalage d'au moins 2 heures de la horde naturelle. Donc ils ont sont tous et ont alarmé le groupe. Donc on peut voir qu'il a marché dans la même direction que nous.
ne fait pas qu'une marque dans le sol. Ici, dans la route, le bison seulement a marché. Il a marqué vraiment bien le sol, comme on peut voir. Et le tracé est encore très, très noir, donc ça veut dire qu'il est encore humide. Donc c'est humide et très frais. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'1 heure de passage ici. Peut-être il est dans le bois, mais ça peut être dangereux. Donc il a traversé dans un côté, il est retourné après. Donc c'est même encore plus fraîche que la autre. Donc ça veut dire qu'il peut, bon, c'est un petit peu spéculatif, mais peut-être le même bison a entré dans cet endroit et après il est retourné à l'endroit où il était d'avant. Donc il faut chercher de l'autre côté. Et apparemment ils ont entré directement dans le parc national. Donc inaccessible pour nous. Oui. Et tant mieux pour eux. La restriction, c'est pour les humains parce que la plupart des personnes ne savaient pas comment se comporter dans le milieu naturel. Donc, pour éviter la destruction et pour éviter la constante passage des personnes dans l'intérieur du parc national, on a une réserve intégrale exactement pour éviter ça. Mais même comme ça, il y a toujours des personnes qui sont invasives et qui entrent, comme des politiciens par exemple. C'est un peu triste parce que ça démontre comme les humains en général n'ont pas vraiment un comportement de respect avec la nature, avec l'environnement en général. Et ça fait les animaux méfiants de nous. C'est le meilleur que les animaux ont à faire, c'est de prendre distance. Ils ont raison, les bisons. Oui. Les bisons ne sont même pas... Le bison, le loup par exemple, le loup est extrêmement méfiant des personnes. Ils sont très intelligents et ils savent où nous sommes, à quelle heure. Et en général, ils sont les plus distants possibles de nous. Par exemple, moi, même comme guide officiel du parc national, et d'être ici constamment chaque jour, pratiquement chaque jour, j'ai la possibilité de voir les loups peut-être 4 ou 5 fois dans l'année. Et voilà, c'est ça. Ton quotidien, il ressemble à quoi ici alors? Tous les matins, tu vas te balader? Pas tout, mais dans ce moment de l'année, presque tout, oui. Je réveille à 2-3 heures du matin pendant tout l'été. Mon rythme, c'est le rythme du soleil. Je réveille à 1 heure normalement d'avant le soleil. Je commence la journée avec le soleil. C'est assez fou que vous parliez français. Mais je parle 8 langues, donc bon, ça fait très facile de trouver quelqu'un qui parle une langue que je parle. Donc. Tu parles 9 langues parce que tu parles aussi la langue des bisons. Je ne parle pas, mais je suis capable de lire le langage de la nature. C'est aussi une espèce de langue, oui, c'est vrai. On peut voir avec l'écosystème, on peut voir avec la forme des arbres, la forme de mouvement des animaux. C'est aussi un langage, oui. Et la plupart des personnes est très limitée parce que ce n'est pas pour une question de capacité, c'est pour une question de manque d'expérience, d'être pas dans le local. Si une personne va passer toute sa vie dans un bureau à travailler 5 jours à la semaine, 8, 9, 10, 11, 12 heures dans un bureau, l'expérience de cette personne vient seulement de ce contact. Qu'est-ce qui s'est passé ici à Białowieża? Parce que nous, on a entendu en France que la forêt avait été découpée. Non, pas tout, mais le gouvernement, ce gouvernement polonais qu'on a aujourd'hui, il a décidé, ça fait quelque chose comme 2 ans, d'intervenir avec une certaine mythologie, avec des arguments mythologiques, dans une région qui est, d'après 1994, protégée d'une façon très spéciale. Donc ils ont intervenu de façon illégale. Un secteur de la population locale et polonaise a intervenu, a contacté l'UNESCO, a contacté l'Union européenne, le tribunal constitutionnel européen. Et après 2 ans, presque 2 ans d'intervention du gouvernement ici dans la région de Białowieża, finalement le tribunal constitutionnel a dit que c'est une intervention illégale. Et finalement, ça fait quelques semaines, ils ont affirmé le gouvernement polonais d'arrêter l'intervention parce qu'elle est illégale. C'est très clair. Et même comme ça, le bois devra rester toujours dans l'intérieur. En fait, c'était quoi leur but? C'était de vendre le bois? Je ne peux pas dire exactement quel était l'objectif, mais c'est clair que le bois n'a pas resté dans la forêt et qu'il était vendu. Donc quelqu'un a profité avec ça. Vendu à l'étranger? Principalement en Pologne. Je me rappelle qu'à un certain moment, une liste des entreprises qui ont acheté le bois du gouvernement était créée. Donc on peut voir que la majorité de bois était vendu en Pologne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on peut arrêter les catastrophes d'un pays, d'un gouvernement qui se croit tout permis? Ça dépend beaucoup de l'impact de la catastrophe, ça dépend aussi beaucoup de la société locale. On peut dire oui, d'une façon.
Là, ça a marché. Dans ce cas, ça a marché partiellement, parce qu'il y a une chose qui manque, qui est la responsabilisation de ce type d'action politicien. Pas de sanctions. Oui. Malheureusement, on peut observer ça partout dans le monde. Et la Pologne n'est pas exception. On y va? La lune est très, très, très importante pour l'observation des animaux, pour l'activité des animaux. Normalement, dans les extrêmes, dans la lune pleine et dans la lune neuve, les animaux sont plus actifs. Ça dépend aussi de la température, comme j'ai mentionné d'avant, mais aussi de la pression atmosphérique. Par exemple, la pression atmosphérique est très basse. Lourds, fatigués, ils ont besoin de dormir tout le temps, donc ils sont moins actifs quand la pression est très basse. Sur une région avec beaucoup de moustiques, on est absolument sûr que c'est une région très naturelle. Les moustiques, c'est bon signe finalement. Oui, sans doute. Et les moustiques sont aussi un bioindicateur de la santé de la personne, par exemple de l'animal. Les moustiques cherchant l'animal ou la personne qui a normalement aucun type de faiblesse, par exemple le système immunitaire est très bas, par exemple. La question, c'est qu'aujourd'hui, presque tous les humains sont attaqués par les moustiques parce que la grande majorité de la population humaine n'a pas vraiment un système immunitaire très, très efficient aujourd'hui par l'alimentation et par le mode de vie que la grande majorité des personnes a. La plupart de la population n'a pas le niveau de vitamines vraiment naturel parce que l'alimentation qu'on a aujourd'hui est horrible quand comparée avec la richesse vitaminique de passé. Donc, les moustiques attaquent les personnes. Ça veut dire qu'avant, les gens se faisaient beaucoup moins attaquer par les moustiques qu'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on a une plastification de l'alimentation. Donc, la plupart des fruits, des végétaux qu'on a dans un supermarché, ils n'ont aucune vitamine, très proche de zéro. Donc, ça se reflète en nous. Pourquoi on dit que c'est très préservé ici? Vraiment, c'est un miracle parce que c'est un miracle historique qui fait Biovige, une partie de Biovige a survécu à tous les problèmes de l'histoire, à tous les impacts de l'histoire. Donc, c'est un des endroits dans le monde qui, par préservation constante des derniers 6 siècles. Comment est-ce que toi, portugais, tu t'es retrouvé ici, au cœur de la Pologne? Non, parce que je ne suis pas normal. Je suis complètement passionné par la nature. J'ai passé presque toute ma vie le plus proche possible de la nature et j'ai voyagé un petit peu. Et dans un jour, j'ai arrivé ici, ça fait quelque chose comme 11 ans. C'est un grenouille ou un crapaud? Grenouille, elle est toute petite. Quelle est la différence entre un grenouille et un crapaud? Vous ne savez pas? La couleur? Non. L'écosystème. Un crapaud est toujours dans un prairie et un grenouille est toujours le plus proche possible de l'eau. Donc si on trouve un grenouille loin de haut comme dans cet endroit, on est sûr qu'il y a un crapaud et pas une grenouille. La première chose qui est marquante quand on arrive dans cette forêt, c'est que c'est très dense. Qu'est-ce que ça veut dire dense? Ça veut dire que Pourquoi dense? qu'on a l'impression d'être minuscule. Ah, donc ce n'est pas une question de densité, c'est une question de dimension. On est dans la forêt plus haute d'Europe. Et la plus ancienne, naturellement la plus haute, parce que la richesse de cet endroit et le temps de n'être pas impacté par l'homme fait que les arbres ont la possibilité de vivre toute leur vie et d'atteindre les dimensions qu'ils ont ici. De tous les 26 espèces d'arbres qu'il y en a ici, on trouve l'individu plus haut d'Europe en 25 espèces. Donc il y a seulement une exception. C'est quoi justement les espèces d'arbres qu'on trouve ici? On a beaucoup, on a des chênes, on a différentes espèces de chênes, des bouleaux, des pins, on a des baies rouges, on a des érables, des frênes, des ormes, toutes les familles d'arbres normales européennes de cette région. La richesse de vie à votre niveau est incroyable. La quantité d'insectes qu'on a ici, de champignons par exemple, les oiseaux sont l'évidence de la pureté, comment cet endroit est ancien et intouché par l'homme. On a plus de 5000 espèces de champignons connus pour la science. On a presque 300 espèces d'oiseaux nidifiants.
Les plantes vasculaires, on a plus de 2000 espèces. On a une diversité incroyable ici. Et incomparable à une monoculture de patates en Europe occidentale ou ici. Mais cette région est incroyablement riche parce qu'elle est incroyablement vivante, parce que le système fonctionne. Quand le système est déjà perturbé par l'homme, pas respecté par l'homme, le système est normalement sans vie. La vie n'existe pas, ou s'il existe d'une façon très limitée. Là, par exemple, on passe devant une souche d'arbre, il y a plein de champignons qui sont dessus de toutes les couleurs. Oui, ce sont ces polypores. Cette polypore, c'est un polypore spécifique de cette espèce d'arbre mort. Donc c'est une espèce qui est associée presque tout le temps à la même espèce de bois mort. Alors, une diversité incroyable de champignons, il n'y a qu'une recherche faite ici, qu'une année, on a trouvé plus de 3000 espèces de champignons dans 1 centimètre carré de sol. C'est énorme. Et combien de mammifères alors? Mammifères, on a quelque chose comme 56 espèces différentes. On a presque tous les mammifères de notre époque historique. Il manque seulement le auroch qui a disparu dans le XVIIe siècle. L'ours, comment s'appelle ça en français, je ne me rappelle pas le nom. Ça ressemble à quoi? Mink, je ne sais pas comment, je ne me rappelle pas le nom en français, mink. Mink, c'est comme un petit fouine. Et voilà, et on est arrivé à la première arbre monumentale. C'est le chêne plus commun qu'on peut trouver en Europe. C'est le chêne pédonculé. La grande différence entre cette chêne et tous les autres chênes qu'on a en Europe, c'est que cette chêne a passé toute la vie, dans ce cas plus de 5 siècles de vie, dans une forêt primordiale. Dans une forêt primordiale, on va toujours trouver des arbres de grandes dimensions, de monumentalité incroyable, avec ce type de forme particulière. On peut voir que le tronc est complètement droit et les branches sont, dans ce cas, plus de 35 mètres de haut. On a plus de 11 500 arbres de proportions monumentales. Parce que si on a un arbre qui a passé toute sa vie, qui peut être de 500 ans aussi, aucune fois ça se passe, mais qui a passé sans la compétition et principalement sans la richesse de sol qu'on a ici, l'arbre, c'est dans la campagne avec les toxiques et la dégradation du sol en général, ne va jamais atteindre cette dimension, ce type de forme. Il a quel âge celui-là, tu dis? 500 ans. 500 ans. Autour, c'est 525, 498, je ne sais pas, mais c'est autour de 500 ans. C'est toujours un peu spéculatif, mais comme on sait, on a des méthodes scientifiques pour vérifier ça. La moyenne de profondité de sol organique, ici, de humus à Biovige, est quelque chose comme 1,50 m. Il y a 1,50 m, oui. C'est de première couche seulement. Il y a même des endroits dans les tourbiers, par exemple, qui peuvent atteindre 7, 8, 9 mètres de profondeur. Et pourquoi? Parce que cette sol n'était jamais agriculté, jamais brûlé, les arbres étant jamais coupés dans cet endroit. Donc la nature, le processus de vie, de mort était constante, et la déposition des organismes morts dans le sol est constante. 40% de la biomasse de Biovige est morte. C'est presque la moitié de tout qu'on a ici est mort. Mais comme on peut voir, est pleine de vie. Il est pleine de vie parce que 60% des organismes qu'on a à Biovige sont dépendants directement de processus de décomposition. Et ça donne qualité. Et pourquoi? Parce que si on a un sol d'extrême bonne qualité, on a par conséquence beaucoup de vie et on a beaucoup de végétation d'extrême bonne conditions et qualité. Et si on a bonne végétation, par conséquence, on a bonne nourriture. Si on a bonne nourriture, on a bonne santé. On a beaucoup à apprendre de cette forêt et déjà pour commencer que c'est une belle leçon de vie, quoi. N'ayons pas peur de mourir. La nature donne, si on est attentif à la nature, on peut apprendre beaucoup. C'est comme littéralement une leçon de vie. Parce que où est-ce qu'on trouve vie? C'est dans la nature, mais pas dans un bureau. Un bureau, c'est à mon avis, la vie qu'on passe aujourd'hui, de cet moment civilisationnel, c'est une erreur temporaire de l'évolution humaine. Peut-être on va apprendre et on va évoluer. On verra.